Bonjour, donc aujourd'hui on va voir l'activité électrique de base du système digestif. Tout d'abord, on a ce qu'on appelle le potentiel de membrane du système digestif qui présente ici des variations spontanées au niveau du système digestif, de la paroi du système digestif. On a un potentiel de membrane qui est euh, apparaît d'une manière spontanée. Vous avez des variations spontanées qui varie entre moins 65 millivolts jusqu'à moins 45 millivolts, c'est-à-dire là ce sont des variations spontanées qui n'arrivent pas seuil de stimulation, qu'il n'y a pas de potentiel d'action, ce sont des variations spontanées. Là, à ce niveau-là, la variation de potentiel, il atteint le seuil de stimulation, donc on a l'apparition de potentiel d'action et donc vous avez une contraction au niveau du muscle lisse. Même chose ici, vous avez le potentiel de membrane qui dépasse la valeur seuil, donc il y a apparition de potentiel d'action, donc on a une contraction musculaire. Ces variations spontanées, on les appelle les ondes lentes. Ce sont des ondes lentes qui sont déclenchées par des cellules au niveau de ce qu'on appelle des pacemakers. Et donc la fréquence à laquelle ces cycles de variation-là changent selon les différentes parties du tube digestif. Est-ce qu'on est dans l'intestin, est-ce qu'on est l'intestin grêle, au niveau du côlon, au niveau de l'estomac. Donc on a variation de ces variations spontanées de potentiel de membrane se fait selon les parties du tube digestif. Donc, en effet, ces cycles sont absents au niveau de l'œsophage. On n'a pas de variation spontanée du potentiel de membrane au niveau de l'œsophage et de la partie proximale de l'estomac. Lorsqu'on dépasse moins 40 millivolts, on va vers 0, on a apparition, on arrive au seuil de polarisation et donc on a apparition de contraction. Tant qu'on est au-dessous de ce seuil de dépolarisation, on n'a pas de contraction musculaire. Donc, nous avons dit que le potentiel d'action sont déclenchés lorsque le potentiel membranaire dépasse moins 40 millivolts ou si la différence de potentiel membranaire est donc il est minime entre les oscillations normales de tube digestif et le seuil d'activation et divers stimuli comme qu'on peut avoir par exemple soit la stimulation par l'étirement, c'est-à-dire la distension de la paroi du stomac bien de l'intestin, soit par l'acétylcholine, c'est de neuromédiateur, ou bien le système nerveux parasympathique. Notez bien que le système nerveux parasympathique peuvent donc amener les ondes lentes de potentiel de membrane moins négatives, c'est-à-dire qui vont générer le potentiel d'action. C'est-à-dire que ce sont des stimuli tels que le tirement, la distension, l'acétylcholine ou bien si le système nerveux parasympathique, ils peuvent amener les ondes lentes vers moins 40. Ils vont dépasser moins 40 vers moins 20, moins 10, c'est-à-dire apparition et génération de potentiel d'action. Là, on est dans l'anatomie de l'estomac. Avant de parler de la régulation, il faut connaître d'abord les différentes parties de l'estomac. Vous avez ici le sauvage, bien sûr. Nous avons dit que les contractions spontanées ils sont absents au niveau des œsophages et la partie proximale de l'estomac. Là, c'est l'estomac, c'est la forme d'une poche sous forme de G, une grande poche sous forme de J. Donc là, c'est les parties, les couches. Là, on a la sous-muqueuse et la musculeuse. Là, on a la muqueuse vers la partie interne, c'est la muqueuse. Et là, on a ce qu'on appelle le sphincter pylorique, c'est un muscle qui ferme qui est vers la fin de l'estomac, donc entre l'estomac et le duodenum. Les différentes parties, donc là, on a à cette partie-là, c'est ce qu'on appelle la cardia, cette partie-là de l'estomac, la première partie. Il est suivi par une deuxième partie, là, cette partie-là, on l'appelle le fundus gastrique. Et cette partie-là, c'est le corps gastrique. Le corps, là, c'est le corps gastrique. Là, c'est le pylore. Le pylore. Et là, on est donc, c'est la partie entrale, c'est l'antre gastrique, cette partie-là. Et là, c'est la partie du corps gastrique. Je répète, donc, on a la cardia, suivie du fundus, puis le corps, cette partie-là, le corps. La dernière partie, ça, c'est l'antre gastrique.
et on est vers le pylore. Voilà donc les différentes parties de l'estomac. Si on passe vers l'anatomie, vers l'histologie, on va voir les couches, les différentes couches de l'estomac. Donc on a bien sûr, c'est la cardia, le fundus, c'est là les couches. On va les voir en détail. Vous avez donc quatre couches, quatre tuniques, c'est la muqueuse, la sous-muqueuse et la musculeuse et la séreuse. Donc on a la séreuse, c'est la partie externe, la séreuse, suivie de la musculeuse, cette partie-là, la musculeuse, puis la sous-muqueuse et la muqueuse. Regardez, donc on a ici la séreuse, c'est la partie externe. Là, on est dans le corps de l'estomac. Vous avez la musculeuse là, c'est les muscles. Vous avez les trois couches de la musculeuse, les muscles, la couche des muscles longitudinal. Là, cette partie-là, c'est les couches musculaires circulaires. Et là, c'est la couche musculaire oblique. Donc, trois types de couches musculaires. Donc là aussi, les plis au niveau les plis gastriques, au niveau de l'antre, c'est les plis gastriques. Là, c'est ce qu'on appelle la grande courbure de l'estomac. Là, c'est la petite courbure. Et là, c'est le pylore. Là, c'est le sphincter pylorique. C'est une valve, si on sort de là. Et là, c'est la première partie de l'intestin, c'est le duodénum. Et là, c'est les canaux pyloriques. Ça, c'est la partie, c'est l'antre pylorique. Donc, notez bien qu'on a quatre couches. C'est la muqueuse, puis suivi de la sous-muqueuse, de la partie interne vers l'externe, suivi de la musculeuse, et vers l'externe, on a la séreuse. Donc, les muscles, la musculeuse, c'est-à-dire la partie, la couche musculeuse de l'estomac, il est formé de trois couches de muscles. Nous avons vu ici la couche longitudinale, circulaire et oblique. Et non deux couches, donc comme les restes du tube. C'est-à-dire au niveau de l'estomac, on a trois types de couches musculaires, mais dans les autres parties du tube digestif, on n'a que deux couches musculaires. Donc on y observe une couche oblique en plus de la couche longitudinale et la couche circulaire au niveau de l'estomac. Donc concernant l'anatomie microscopique de l'estomac, vous avez ici la muqueuse. Donc la muqueuse est formée d'un épithélium simple prismatique, formé une seule couche de cellules de forme prismatique. On a ici les crêpes gastriques. Et là, ce sont des glandes gastriques. Et voilà les différents types de cellules qu'on trouve dans la muqueuse. Vous avez les cellules calciformes, les cellules amuqueuses, les cellules pariétales, les cellules principales et les endocrinocytes. Le rôle de ces cellules, les cellules calciformes, la sécrétion de mucus, aussi les cellules amuqueuses, c'est la sécrétion, la production de mucus. Là, les cellules pariétales, c'est la production d'HCl et des facteurs intrinsèques. Et ce qu'on appelle les cellules principales permet donc la sécrétion de la pepsinogène et la lipase gastrique. Ce sont des enzymes. On va les voir par la suite, la pepsinogène, la transformation à la pepsine, etc. Et là, les endocrinocytes, ce sont des cellules qui permettent surtout la production et la sécrétion de la gastrine qui va être transportée vers le sang et intervient dans la régulation. Et merci.